Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la jeunesse, et des particulièrement, et des associations. Alors, la jeunesse, tiens, je vais vous surprendre peut-être. Je vais vous parler du cannabis pour commencer. Pourquoi le cannabis? Parce qu'une mission parlementaire vient d'être lancée autour du cannabis. Est-ce que la législation est trop répressive en France? La France est un des pays les plus répressifs. Oui. Avec aussi l'une des plus fortes consommations, notamment chez les jeunes. Chez les jeunes. Bon, ça pose problème. Ça pose des questions en tout cas. Amende forfaitaire de 200 € pour sanctionner les consommateurs. C'est bien ce que... Depuis cette année. Oui, enfin, sauf que ça n'a pas été mis en place encore. C'est expérimenté dans plusieurs territoires, je crois notamment dans la ville de Rennes, Créteil. Oui. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Moi, je pense que ça mérite un vrai débat. Vous l'avez dit, on est un des pays les plus répressifs et en même temps un pays où les jeunes fument le plus, notamment en Europe. Je crois que c'est 40% des jeunes qui ont expérimenté le cannabis. C'est un sujet qui mérite un vrai débat et moi, je me réjouis qu'il y ait une mission parlementaire qui en parle à l'Assemblée nationale parce qu'il faut poser tous les sujets, évidemment. Tous les sujets. Celui de la prévention. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis? Mais ça fera partie du débat à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a quelques années... Ça fera partie du débat. Donc, pour la première fois, si j'ai bien compris, la classe politique, le gouvernement, puisque j'imagine que cette mission a l'aval du gouvernement. Le Parlement prend ses responsabilités et décide d'organiser. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un débat qui mérite d'être mené et que, évidemment, on suivra ça avec intérêt. Mais est-ce que vous voulez ouvrir le débat autour entre autres, de la légalisation du cannabis? Le débat, il doit se faire sur l'ensemble du sujet. Il doit se faire aussi sur les questions de prévention, sur les questions de sanctions, sur les questions de contrôle. Il y a quelques mois, j'étais en déplacement au Québec, dans le cadre de mes fonctions liées à la jeunesse. Je préside l'Office franco-québécois de la jeunesse et j'en ai profité pour aller rencontrer des acteurs puisque le cannabis a été légalisé au Québec il y a maintenant quelques mois. J'ai vu la Société québécoise du cannabis, j'ai vu des médecins de prévention de santé publique, j'ai vu des personnes qui consomment. La conviction que ça m'a donnée, c'est que l'enjeu principal, c'est celui de la prévention. On peut pas simplement dire oui, il faut légaliser sans se poser la question de savoir comment on l'accompagne. C'est pas possible de rentrer dans des débats comme ça. Donc ça mérite de regarder tous ces sujets-là et on suivra avec attention. Alors, vous savez, il y a quelques années, on disait on peut pas parler du cannabis, on peut pas parler de légalisation, ni même du cannabis thérapeutique. Alors que beaucoup de pays se sont engagés très tôt sur le sujet. Et là, depuis cette année, on expérimente le cannabis thérapeutique. C'était une demande très forte, notamment de beaucoup de malades. C'est expérimenté. On va regarder les résultats de cette expérimentation. Il y a des médecins qui suivent cela. Je pense que vraiment, il faut se fonder sur les questions de santé publique, sur les questions de sécurité et sur la question de la prévention. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui disent on est pour la légalisation, aussi pour des raisons financières. Le marché du cannabis, c'est 55 milliards de dollars. Donc, vous êtes favorable à l'ouverture d'un débat autour de la légalisation du cannabis? Moi, je suis favorable par définition, par principe, à ce débat-là, parce que je pense que la situation que vous avez décrite mérite d'être posée. Je vous dis pas, il faut légaliser le cannabis. Vous êtes favorable à la légalisation vous-même? Encadré, évidemment. Mais je pense que c'est ce débat qui nous permettra notamment d'alimenter. Et vous-même, vous êtes favorable à la légalisation encadrée? Alors, Jean-Jacques Bourdin, je suis en charge de la jeunesse et de l'éducation nationale. Vous vous rendez compte? Mais je sais bien ce que peut provoquer une petite phrase de ma part sur ce sujet-là, dite comme ça. Non, mais vous êtes déjà favorable à l'ouverture d'un débat. Bah oui, c'est déjà très bien, mais parce qu'il faut être ouvert, il faut regarder l'ensemble des sujets. Donc vous, à titre personnel? Moi, à titre personnel, je suivrai avec beaucoup d'attention le débat et je me prononcerai. Vous voulez pas vous mouiller, quoi. Non, ce que je veux pas, c'est prendre une position sur la légalisation sans poser à côté ce que sont les enjeux de prévention. Vous êtes content qu'on ouvre le débat autour de la légalisation? Oui, je pense que c'est un débat qu'il faut mener. Vous avez déjà fumé ou? Oui. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé. Oui. Voilà. Et alors? Bah écoutez, je suis pas un consommateur. J'ai vu aussi auprès de camarades, parce que j'étais plus jeune, j'ai vu ce que ça a produit aussi pour des jeunes qui étaient complètement accros. Parce que franchement, il faut aussi le rappeler ça. On parle de cannabis récréatif, on parle de manière assez légère. Pour des jeunes qui fument régulièrement, qui tombent là-dedans, ça ramollit les neurones. Et moi, j'ai vu des jeunes qui ont été totalement déscolarisés et qui sont sortis de tout de tout circuit, et ça c'est pas acceptable. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est très important, très lourd et qui mérite qu'on regarde l'ensemble des facettes. La réforme des retraites, projet de loi discuté au Parlement à partir du 3 février, on est bien d'accord. Les députés vont devoir se prononcer sur une réforme dont ils ne connaissent pas le financement. Est-ce logique? Les députés, ils vont se prononcer sur une réforme en sachant qu'elle sera financée. Puisque c'est la garantie qui a été donnée, elle sera financée sur le long terme avec un âge d'équilibre. On ne sait pas comment. Et elle sera avec un âge d'équilibre pour le long terme, pour le nouveau système. Oui. Et ensuite, d'ici à 2027,
avant que le nouveau système rentre pleinement en vigueur. Il y a un déficit qui a été identifié par le Conseil d'orientation des retraites. Il faut trouver un financement et c'est l'objet de la conférence de financement. Mais évidemment que le débat va aussi se faire à l'Assemblée nationale parce que les mesures de financement qui vont être ajoutées dans le cadre de la discussion parlementaire, elles le seront, ça a été dit, par ordonnance. Une ordonnance pour habiliter le gouvernement à la prendre. Vous avez un débat à l'Assemblée nationale. Pour la ratifier, vous avez un débat à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, le débat va aussi se faire à l'Assemblée. Mais ce qui est important, c'est que les parlementaires se lancent dans ce débat en sachant que le gouvernement souhaite que notre réforme soit financée et souhaite qu'il n'y ait plus de déficit pour notre système de retraite. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis attaché. Quand on parle de déficit, c'est pas juste un slogan pour dire qu'on est réformateur. Moi, je suis en charge de la jeunesse. Et quand on prend des mesures, quand on décide de réformes qui sont pas financées, qui viennent augmenter les déficits, on contracte un impôt sur la tête de tous les jeunes de ce pays. Parce qu'un jour, l'addition, il faudra qu'elle soit payée par quelqu'un, et en l'occurrence par les jeunes générations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, agir de manière responsable en disant on veut lutter contre les déficits, on veut faire en sorte que les réformes qu'on prend, que les mesures positives, les droits nouveaux qu'on crée, notamment pour les petites retraites pour les femmes, soient financés. C'est une mesure aussi pour les jeunes générations parce que c'est pas à elles de payer l'addition plus tard de décisions qui sont prises aujourd'hui. Le bac, Gabriel Attal, est-ce que les premières épreuves auront lieu? Oui, bien sûr. Comme prévu. Oui. Les épreuves de contrôle continu. La contestation. On voit une contestation. Vous avez elles auront lieu, ces épreuves. Oui, elles auront lieu. Bon, pas de recul. Il n'y a pas de recul, mais ni d'annulation, ni de. Mais vous avez une contestation politique d'une réforme de la part de mouvements politiques, parfois d'organisations syndicales, qui contestent le principe de la réforme du lycée qui a été portée par Jean-Michel Blanquer. Moi, j'y crois à cette réforme. J'y crois parce que qu'est-ce qu'on voyait dans le système jusqu'à aujourd'hui? On voyait un système qui avait plus grand sens, avec 3 grandes filières, S, ES et L. La filière S scientifique, qui était devenue pour tout le monde l'espèce de filière d'excellence. Plus de 50% des jeunes choisissaient cette filière, alors que plus de la moitié d'entre eux ne se destinaient pas à des carrières scientifiques. Ça n'avait plus vraiment de sens. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est on revient sur ces filières. On permet aux jeunes d'avancer à la carte en choisissant leur spécialité. Et surtout, on met en place le contrôle continu pour éviter ce qu'on appelle le bachotage. Mais au-delà de ça, pour éviter que les jeunes fassent tapis au moment des épreuves du bac. On sait qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir très bien travaillé, s'être préparés. Et puis, parce qu'ils sont très stressés, la veille du bac, il y a une catastrophe. Et puis, le jour du bac, ils ratent leurs épreuves. Là, on anticipe. Et donc, 40% de la note finale des bacheliers sera prise en compte via un contrôle continu. Et notamment des épreuves qui ont lieu à partir de la semaine prochaine. Bien, Gabriel Attal, les violences policières. Hier, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire des propositions pour améliorer la déontologie dans la police. Christophe Castaner a reçu la famille de Cédric Chouviat, mort après un contrôle de police dans le 7e arrondissement de Paris. C'était la semaine dernière. Pourquoi les policiers, ils étaient 4, qui ont interpellé Cédric Chouviat, ne sont-ils pas suspendus? Parce que l'enquête suit son cours. N'aurait-on pas pu les suspendre en attendant le résultat de l'enquête? Ça, c'est la décision du ministre de l'Intérieur. Moi, ce que je comprends de l'affaire, c'est qu'il y a effectivement cette situation qui est dramatique. Moi, j'ai écouté les familles, notamment les enfants, qui sont dans une douleur inouïe, qui ont perdu leur papa à l'occasion de cette interpellation. Il y a évidemment des questions qui sont posées, qui sont légitimes. Il y a une vidéo qui a circulé. Il y a une enquête qui est en cours. Je pense qu'il y a des premiers éléments qui sont en train de remonter et qu'en fonction, Christophe Castaner prendra... La famille demande la suspension de ces 4. Mais je l'entends parfaitement et je le comprends parfaitement. Et je pense que Christophe Castaner, évidemment, suit de très près ce dossier. Il a rencontré la famille et il prendra les décisions qui s'imposent au moment où elles s'imposent. Les violences policières, certaines seront condamnées, d'autres pas. Nous verrons bien. Les tribunaux vont juger. Mais comment les jeunes peuvent-ils aujourd'hui avoir confiance dans la police? Je vous dis ça parce qu'à force, c'est vrai, on parle beaucoup de ces violences policières, à tort ou à raison. Tout dépend. Gabriel Attal, on est bien d'accord, à tort ou à raison. On en parle beaucoup, c'est sûr. Parfois à tort, mais parfois à raison. Moi, je ne parle pas du terme de violence policière parce que je ne veux pas laisser le sentiment qu'il y aurait finalement... Pas de violence policière. Non. Alors comment qualifiez-vous Il y a des dérives. Il y a des dérives qui sont inacceptables. Il y a eu des vidéos qui ont circulé, qui ont troublé. On en a vu encore ces derniers jours. Moi, je comprends quel trouble. Moi, j'accepterais pas qu'en France, il y ait des personnes qui aient peur d'aller manifester parce qu'elles ont peur pour leur sécurité. Mais moi, je veux vous dire, j'ai totalement confiance dans la police et dans l'institution policière. Vous savez, on a des policiers qui sont là pour défendre les Français, qui sont là pour les protéger, au péril de leur vie. On a vu qu'il y a quelques jours, à Bron, il y a un policier qui est décédé, qui a été écrasé par
un homme qu'il était en train d'interpeller, un homme qui avait visiblement le choix de pouvoir fuir sans le renverser, qu'il a délibérément renversé. Ils prennent des risques au péril de leur vie. Il y a des dérives, on en a vu à travers des vidéos. Elles sont évidemment minoritaires, mais elles doivent être identifiées et elles doivent être sanctionnées. C'est aussi un enjeu pour les policiers eux-mêmes, parce que vous savez, quand vous discutez avec des policiers, évidemment qu'ils ne cautionnent pas qu'il puisse y avoir des dérives. Donc quand il y en a, il faut les identifier, il faut qu'il y ait une enquête, et il faut qu'elle soit sanctionnée. Et c'est ce qu'a dit Christophe Castaner. Avant de parler de la lutte contre le communautarisme, je voudrais évoquer le cas de Ségolène Royal. Ségolène Royal ne sera plus ambassadrice des pôles. Est-ce logique ? Il y a une forme de logique. On a vu que depuis plusieurs mois, Ségolène Royal qui a investi de cette mission qui est extrêmement importante, la question des pôles. On parle ici de climat, on parle de la fonte des glaciers, consacre l'essentiel de son temps à des prises de parole politiques, en l'occurrence en opposition au gouvernement, alors que sa mission est celle d'être ambassadrice pour les pôles. Est-elle sanctionnée parce qu'elle a trop critiqué le gouvernement ? Évidemment que non. Évidemment que non. L'enjeu, c'est quand vous êtes aujourd'hui investie de ses missions. Elle est sanctionnée parce qu'elle n'a pas rempli sa mission, quoi. Non, si je vous comprends bien. Elle est sanctionnée parce que quand vous êtes aujourd'hui ambassadeur, vous avez des règles qui s'imposent à vous, notamment un devoir de réserve. Il ne s'agit pas de museler par principe des personnes. Il s'agit de dire que quand vous êtes ambassadeur, vous représentez la France auprès de chefs d'État étrangers, d'autorités étrangères. Si vous passez votre temps dans les médias à critiquer l'action qui est menée, l'action politique en France, en termes de crédibilité pour porter la voix de la France ensuite à l'étranger, c'est quand même compliqué. Est-elle allée trop loin ? En tout cas, elle consacre son temps. Oui ou non ? Est-elle allée trop loin ? Elle s'est trop éloignée de sa mission. Vous savez, moi j'ai parfois le sentiment que Ségolène Royal, elle voudrait créer un régime spécial chez les ambassadeurs dont elle serait la seule bénéficiaire, qui lui permettrait de ne pas respecter ses obligations et le devoir de réserve qui s'impose à tous les agents publics. Et ça, c'est pas possible. À un moment, il faut choisir. Voilà. La lutte contre le communautarisme, on va beaucoup en parler dans les semaines qui viennent, si j'ai bien compris, avec des annonces qui seront faites début février, c'est cela ? C'est ce qu'a indiqué Sibeth Ndiaye, qu'il y aurait des annonces dans le mois de février. Vous allez vous déplacer dans les quartiers à la rencontre des jeunes, je crois savoir, à Vénissieux et ailleurs, dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'islamisme gagne du terrain en France ? Oui, bien sûr. L'islamisme, le repli communautaire. Et vous l'avez dit, moi je suis en charge de la jeunesse et des associations qui sont parfois présentées comme des problèmes sur ce terrain-là. Et moi, ma conviction, c'est qu'ils peuvent être une solution. Je le vois dans tout le travail qu'on fait sur la promotion des valeurs de la République auprès de la jeunesse, à travers l'école, à travers le service national universel. Et je le vois aussi à travers des associations qui s'engagent dans le terrain, sur le terrain, dans ces quartiers difficiles qu'on a notamment identifiés comme les quartiers de reconquête républicaine, pour apporter ce contre-discours et pour créer du lien social et que la République soit davantage présente, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et effectivement, je vais me déplacer, je serai vendredi à Vénissieux, je vais aller voir une association. Sevran, ensuite, Maubeuge, oui, voilà, je ferai une série. Les quartiers nord de Marseille. Parce que c'est important de voir des acteurs, et notamment des acteurs associatifs, qui s'engagent sur le terrain, qui ont des résultats, parce qu'ensuite, c'est des enseignements sur ce qu'on peut faire plus largement au niveau national. On a une politique de lutte contre le repli communautaire qui est extrêmement ambitieuse, qui produit des résultats. Je rappelle que dans ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a parlé de ce sujet-là. Il a dit qu'il voulait mettre fin à ces dérives qui sont parfois une sécession vis-à-vis de la République. Alors pour mettre fin à ces dérives, il va falloir prendre des décisions. Oui. Et faire des annonces, c'est ce qui sera fait. Il y en a déjà eu un certain nombre. Je rappelle la circulaire qui a été adressée par Christophe Castaner en novembre au préfet. On a une stratégie très claire pour ces territoires qui est une stratégie d'entrave, pour éviter le repli communautaire, éviter à des personnes qui veulent imposer des lois qui ne sont pas celles de la République sur un territoire de prospérer et de se développer. Mais comment faire ? Sanctionner, appliquer la loi d'abord ? Bien sûr, mais le sens de la circulaire, c'est que vous avez aujourd'hui des outils qui existent et qui vous permettent d'entraver ce mouvement-là. Alors pourquoi ? On a fermé des débits de boissons, on a fermé des établissements associatifs et culturels, on a fermé des lieux de culte, on a fermé des écoles hors contrat et démantelé des écoles de fait. Donc cette action-là, elle est totale. Et puis, il y a un enjeu, encore une fois, de présence républicaine dans les territoires. Et là, moi, ma conviction, c'est que la vie associative, les associations, elles ont un rôle majeur à jouer. Et je vous donne un exemple. Je vais aller à Maubeuge pour voir un travail qu'on a engagé avec des grandes associations d'éducation populaire. Je pense à la Ligue de l'enseignement, à la Fédération Léo Lagrange. À partir d'un constat clair, vous aviez des enfants qui sortaient de l'école en fin de journée et qui n'avaient pas spécialement d'endroit où aller. Et donc, vous aviez des personnes qui développent un islamisme, qui leur proposait des activités périscolaires. Et donc là, on a dit, retour de la République avec des associations, on propose une vraie offre périscolaire, ce qu'on fait notamment dans le cadre des cités éducatives avec Julien de Normandie, à ces enfants. C'est ça qu'il faut insuffler dans tous les territoires qui sont concernés. Il y a radicalisation culturelle, il y a radicalisation dans le sport aussi, Gabriel Attal. Il y a des associations qui prônent
sans vouloir vraiment le dire, une forme de radicalisation, mais vous pouvez les dissoudre, ces associations? Justement, je pense que... Est-ce qu'aujourd'hui la loi le permet? Aujourd'hui, la loi le permet s'il y a une atteinte à la loi. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas dissoutes? Il y en a qui sont dissoutes. Très peu. La question, très peu. La question, et pourquoi très peu? Mais la question, c'est celle du contrôle et celle d'identifier aussi des associations qui dérivent. Et moi, dans le travail que je vais faire, dans les discussions que je vais avoir à l'occasion de ces déplacements, et dans ce que je proposerai au président de la République, au Premier ministre, il peut y avoir des mesures aussi pour mieux contrôler un certain nombre d'associations dans des territoires et pour pouvoir identifier des dérives. Évidemment, mais vous citiez l'exemple du sport. Oui. Moi, je pense que le sport, c'est typiquement un terreau sur lequel on a vu progresser un repli communautaire, un islamisme, mais c'est aussi une chance pour lutter contre ces situations. Vendredi, je serai à Lyon pour voir une association qui s'appelle Sport dans la ville, qui a été très soutenue par le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui concrètement, à travers le sport, permet à des jeunes de les sortir de ce repli, de les insérer, les aider à trouver un emploi. Je crois que c'est plus de 6000 jeunes qui ont été accompagnés. Donc on a une vie associative qui est très dynamique et qui va nous permettre d'avancer sur ce terrain. Autre question importante, la formation des imams. Oui. Souvent financée de l'étranger. Est-ce que vous êtes favorable à la création d'une école nationale de théologie musulmane? En tout cas, je suis favorable à ce que les imams soient formés en France et que on arrive progressivement à mettre fin à mettre fin à ce détachement et à ces imams non, vous savez bien qu'on a des règles de laïcité. Ça fait typiquement partie des sujets sur lesquels on est en train de travailler, qui pourront donner lieu à des annonces. Une école nationale de théologie musulmane, c'est pas mal comme idée. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Par définition, c'est pas moi qui arbitre ce genre de choses, mais c'est aussi un enjeu diplomatique. Jean-Yves Le Drian est très investi sur ces questions-là, en lien avec les pays qui aujourd'hui, entre guillemets, exportent des imams. Un enjeu diplomatique. C'est une discussion qu'on a en ce moment avec les pays qui aujourd'hui exportent des imams. On doit leur dire arrêtez de financer. Pour leur faire comprendre qu'on va basculer dans un autre système, et c'est ce qui est engagé aujourd'hui, et là-dessus on avance. Le service national universel, juin 2020, 30 000 jeunes. J'espère le plus près de 30 000 possible. Ça va dépendre des capacités d'accueil, parce que il faut évidemment qu'on soit en mesure physiquement d'accueillir tous les jeunes, mais on sera, dans ces et l'objectif, 800 000, une classe d'âge. Toute une classe d'âge. C'était prévu. Est-ce que vous ne prenez pas du retard un peu? Non, on ne prend pas de retard. On va aller plus vite que prévu, Jean-Jacques Bourdon. Ouais. C'est-à-dire c'était prévu pour 2026. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'on généralisera plusieurs années avant 2026. Attendez, plusieurs années avant 2026, c'est-à-dire généraliser quand? Je ne vais pas vous annoncer le calendrier aujourd'hui. Parce si que vous dites plusieurs années, on est en 2020. Plusieurs années, j'imagine 2022. C'est entre maintenant et 2026. Ça fait partie des... Franchement. On va gagner combien d'années? Ça fait partie des discussions qu'on a en ce moment. Oui, mais ça, je veux vous dire, je sais, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais on voit qu'il y a un lien aussi avec ce dont on est en train de parler. Dans ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a parlé de ces enjeux régaliens, de la lutte contre le repli, qu'il soit communautaire, qu'il soit social, qu'il soit géographique. Et il a dit, le service national universel, j'y attache la plus haute importance. Parce qu'il croit profondément à ce projet. Ça veut dire qu'avant 2022... une classe d'âge, 800 000... Non, c'est pas ce que j'ai dit, parce que... Non, mais plusieurs années, plusieurs années, c'est au moins 2, hein. 2026 moins 2 égale 2024. C'est-à-dire dans ces années-là, 2022, 2023, 2024, toute une classe d'âge fera ce service national universel. Je pense que dans ces eaux-là, effectivement, c'est notre horizon de travail. Mais l'important, c'est de travailler maintenant pour faire en sorte vous avez les moyens, chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui participent à ce SNU. On était à 2000 l'an dernier, on sera, vous l'avez dit, autour de 30 000 cette année, et ça va continuer à augmenter de manière exponentielle dans les années qui viennent. Je veux quand même vous dire, parce que j'étais venu vous voir avant le SNU. J'étais d'ailleurs venu vous voir avec des jeunes du service national. Et la question que vous m'aviez posée, c'est est-ce que ça va être efficace? J'avais missionné des chercheurs, des sociologues de la jeunesse indépendants qui ont fait ce travail. Et il y a des résultats extrêmement positifs et très encourageants. On a vu des jeunes qui avaient décroché de l'école pour phobie scolaire, pour délinquance, qui à l'issue de leur service national ont repris l'école en septembre dernier, parce qu'il y a eu un effet d'entraînement, parce qu'ils ont rencontré des jeunes qui viennent d'autres horizons, qui leur ont donné aussi un exemple. Ce qu'ils ont aimé, les jeunes, ce sont les rencontres, justement. Oui, avant tout. 80% des jeunes ont dit, première fois que je rencontre quelqu'un qui vient d'un autre milieu social que le mien. Mais ça, quand même, c'est quelque chose de formidable dans la République. Il y a aujourd'hui, il y a de moins en moins de lieux de mixité, de lieux où on rencontre des personnes, des jeunes qui viennent d'autres milieux sociaux. Il y a évidemment l'école de la République, mais on sait qu'il y a aujourd'hui une réalité géographique qui fait que c'est plus totalement le cas dans certains territoires. Et ça, c'est extrêmement positif d'avoir ce creuset républicain. Et le rapport a montré cela, le lien aussi entre les jeunes et nos armées, puisque une partie des encadrants des jeunes sont des militaires. Les jeunes, en ce moment, terminent leur mission d'intérêt général, puisque dans la phase obligatoire, il y a les 2 semaines de cohésion
encadrés par des militaires, des associatifs, etc., avec des formations très concrètes sur les gestes de premier secours. Et puis, après, vous avez une mission d'intérêt général. On demande aux jeunes d'aller s'engager dans une association ou un corps en uniforme. Je suis allé à la gendarmerie nationale. J'ai vu 200 jeunes qui ont choisi de faire leur mission d'intérêt général dans la gendarmerie. C'est aussi un lien entre nos corps en uniforme et nos jeunes qui se retissent, qui se tissent. Bon, c'est extrêmement pour possible. résumer, vous allez accélérer, quoi. Oui. Le SNU. Mais oui. Merci Gabriel Attal, 8h53, RMC et BFM TV.